Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo un peu différente. J'avais déjà fait la vidéo des GOAT de chaque division, des menaces dans chaque division. Et là, je viens avec les combattants qui ont le plus de Dana White privilèges dans chaque division. Donc, je pense que vous comprenez un peu le concept. On va passer à travers chaque division. C'était un peu compliqué à faire, c'était un peu dur à faire parce qu'il fallait que je passe à travers d'anciennes histoires. Mais oui, j'ai trouvé dans chaque division un ou des combattants qui ont un Dana White privilège. Donc, on va passer à travers chacune des divisions et je vais vous expliquer pourquoi ils sont dotés de la carte cheatée Dana White privilège. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la division des femmes Bantam. Donc, commençons avec la division des femmes Bantam et commençons avec Holly Holm. Bon, ce qu'il y a à savoir sur Holly Holm, c'est que depuis qu'elle a battu, vous voyez à l'écran, depuis qu'elle a battu en 2015 Ronda Rousey, Dana a tout fait pour faire d'elle une nouvelle Ronda Rousey. Donc en 2016, elle a défendu sa ceinture face à Miesha Tate. Ben, elle n'a pas défendu, elle a perdu la défense. Miesha Tate l'a battue. Ensuite, Holly Holm a eu Valentina Shevchenko. Elle a perdu face à Valentina Shevchenko. Et elle s'est retrouvée directement dans un combat pour le titre face à Germaine de Randamie, combat qu'elle a aussi perdu. Donc là, elle avait déjà 2 combats pour la ceinture qu'elle avait déjà perdu. Et c'est vraiment là que moi je vois son Dana White privilège. C'est que après avoir perdu face à Germaine de Randamie, pour avoir la ceinture face à Chris Cyborg, elle avait juste à combattre Beth Correa. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Beth Correa, mais ceux qui regardent le MMA depuis longtemps, ce n'est même pas une histoire de regarder le MMA depuis longtemps. En fait, il faut connaître un peu les blagues qui se font dans le monde du MMA, en particulier de l'UFC. Et ce que je peux vous dire sur Beth Correa, c'est que beaucoup la considèrent comme la pire combattante féminine. Beaucoup la considèrent comme la combattante qui n'a rien à faire dans un octogone. Donc ici on a Holly Holm qui a juste eu à battre Beth Correa. Et elle s'est encore retrouvée dans un autre combat pour la ceinture face à Chris Cyborg qu'elle a perdu. Donc ça fait Miesha Tate, Germaine de Randamie et Chris Cyborg. Ça fait 3 combats pour la ceinture qu'elle a perdu. Ensuite, elle a eu à combattre juste Megan Anderson qui prendra sa retraite quelques années après de toutes les façons. Elle a eu à combattre Megan Anderson. Dieu merci, elle a battu Megan Anderson et elle s'est encore retrouvée dans un combat pour la ceinture face à Amanda Nunes. Donc, on voit ici qu'elle en a eu 1, 2, 3, 4, 5. Elle a été dans 5 combats pour la ceinture. Elle en a gagné 1 face à Ronda Rousey, mais ça fait quand même 4 défaites pour la ceinture. C'est pour ça, par exemple, la semaine passée, quand je disais que, ou bien au début de cette semaine, quand je disais que Dustin Poirier pouvait repartir encore pour la ceinture une 4e fois, du moment qu'il se garde actif, c'était un exemple comme Holly Holm que j'avais en tête parce qu'elle a eu une chance à la ceinture 4 fois et même là elle a perdu récemment face à Kayla Harrison, mais je vous assure que il y a un mois, parce que c'était le 13 avril 2024, je vous assure, il y a un mois, si elle avait battu Kayla Harrison, elle se serait encore retrouvée dans un combat pour la ceinture c'est-à-dire une 6e fois. Elle se serait retrouvée une 6e fois dans un combat pour la ceinture face à Raquel Pennington qui est la championne actuelle. Donc ça, c'est la première combattante qui a eu beaucoup de Dana White privilèges à travers sa carrière. Ici, on voit son record 15-7-0. Plus de la moitié de ses défaites sont dans des combats pour la ceinture. Donc, on peut lui accorder ça, mais quand même, ça en fait beaucoup. Maintenant, dans la même division des femmes Bantam, on a Juliana Pena. On a Juliana Pena qui, pourquoi elle a un Dana White privilège, je pense. Juliana Pena, elle a un Dana White privilège parce que, littéralement, elle combat 1 fois par an ou tous les 2 ans. Et elle s'est servie de ça pour avoir un combat pour la ceinture pendant que d'autres combattantes charbonnaient en griffe. Ici, on a Juliana Pena qui perd face à Valentina Shevchenko le 28 janvier 2017. Elle attend tranquillement 2 ans, je ne sais pas si elle était blessée ou pas. Et elle affronte Nico Montano, qui n'est plus à l'UFC depuis
quelques années déjà. Ensuite, elle passe à Germaine de Randami. Elle a bien sûr perdu ce combat parce que moi, personnellement, pour moi, Germaine de Randami, c'est l'une des meilleures combattantes MMA de l'histoire. Les gens ne la connaissent pas, mais c'est une kickboxer de très haut niveau et c'est l'une des rares personnes. Je pensais en fait qu'elle allait battre Amanda Nunes, mais malheureusement, ce n'est pas un combat de kickboxing, mais debout, elle aurait allumé Amanda Nunes. Mais ça, c'est la parenthèse. Donc, on a Juliana Peña qui revient le 3 octobre 2020. Elle perd face à Germaine de Randami. Elle a attendu plus d'1 an. Elle patiente encore. Elle revient le 23 janvier 2021. Au moins là, il y a un peu d'activité parce que c'est quelques mois après. Elle bat Sarah McMahon et elle attend et elle prend Amanda Nunes et elle gagne ce combat de justesse. Elle attend encore des mois et elle fait le combat retour le 30 juillet 2022 et depuis elle est sur la paille. Elle attend tranquillement. Elle appelle Dana probablement. Elle essaie de négocier avec Dana. Et elle pourrait vraiment se retrouver dans un combat pour le titre. Mais là, maintenant, il y a Kayla Harrison qui est venue. Donc, c'est sûr que peut-être que Dana ne répond plus trop à ses appels. Mais elle pourrait se retrouver dans un combat pour le titre. Et ça, c'est Juliana Peña qui, en 5 ans ou 6 ans, a juste eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats. Elle a eu quoi? 4, 5 combats, c'est-à-dire environ un combat par an. Et elle est juste venue dans un combat pour la ceinture. Donc ça, c'était pour la division des Bantam. Passons maintenant à la division des poids mouches des femmes avec Jessica Andrade. Je juge qu'elle a du Dana White privilège, pas parce qu'on lui fait des cadeaux, mais parce qu'elle charbonne. Et son Dana White privilège vient du fait que Dana lui trouve toujours, ou du moins la direction de l'UFC lui trouve toujours un combat. Regardez-moi cette activité. Il y a une raison pour laquelle elle est aussi active. J'ai des soupçons, je ne vais pas en parler ici, mais si vous faites des recherches, vous allez trouver. Ok, je vais vous le dire. Elle a récemment divorcé. Jessica Andrade a récemment divorcé. Et comme par hasard, après son divorce, elle a commencé à être très très active. Je ne sais pas s'il y a une explication à ça, mais quand même, je respecte l'activité. Et ça, c'est du sacré Dana White privilège parce que ici, par exemple, en 2023, regardez-moi 1, 2, 3, 4, 5. 5 combats en 2023. Et elle a 3 défaites sur ces combats. Maintenant, elle continue à charbonner. Donc ici, on a 2 combats en 2020, 2 combats en 2021, 1 combat en 2022. Et même ça, cette activité, c'est probablement à cause de la pandémie. 1 combat en 2022. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 combats en 2023. Et elle a déjà un combat en 2024. L'activité est juste impressionnante. Et l'UFC arrive toujours à lui trouver des adversaires, de bons adversaires en plus. Elle a eu Lauren Murphy, elle a eu Erin Blanchfield, elle a eu Yan Xiaonan, elle a eu Tatiana Suarez. Elle a même réussi à mettre sa main sur Tatiana Suarez. Elle a eu Tatiana Suarez, elle a eu Mackenzie Dern, elle a eu Marina Rodriguez. Quand même, c'est une belle brochette. Donc, elle arrive toujours à se trouver des top 10 pour ces fameux combats. Ce qui veut dire que le cachet doit suivre aussi. Donc ça, c'est le privilège, c'est le Dana White privilège de Jessica Andrade. Ensuite, après Jessica Andrade, on va passer à la division... Parce que dans la division des poids mouches, c'est Jessica Andrade qui est un peu la seule. J'ai regardé les autres, mais les autres n'ont pas forcément de cadeaux ou elles sont dans des situations un peu plus stratégiques. Donc, on va passer à la division des poids pailles. Et dans cette division, on a 3 filles qui ont un certain niveau de Dana White privilège, mais pour des raisons différentes. Déjà, je commence avec Jessica Andrade, c'est la première femme, on a déjà parlé d'elle, mais pourquoi je la mets dans cette division, c'est parce que tous ces combats, elle le fait à travers les divisions. C'est-à-dire, elle a pris la division des poids mouches, elle a pris la division des poids pailles, et elle est juste active à travers les deux. Donc, on lui trouve des combats dans toutes ces 2 divisions, et ça, c'est le premier Dana White privilège de cette division des poids pailles. Ensuite, on passe à la maman karatéka, Michelle Waterson Gomez. Il fut un temps, j'aimais vraiment comment elle se battait, mais elle a eu beaucoup de défaites. Regardez-moi son record, 18 victoires, 12 défaites. Elle a pratiquement le même nombre de défaites que de victoires. La dernière fois qu'elle a gagné, c'était le 12 septembre 2020 face à Angela Hill. Et elle n'a plus gagné. Et avant ça, elle avait des défaites face à Joanna, face à Carla. Elle n'a jamais été
C'était un combat pour la ceinture, mais depuis 2020, elle a 1, 2, 3, 4 défaites. Et pourquoi je dis qu'elle a un Dana White privilège, c'est que malgré cette défaite, quand on regarde ici, Michelle Waterson est 14e. Elle est quand même 14e, donc elle est toujours dans le classement, malgré 1, 2, 3, 4 défaites d'affilée, avec pas beaucoup d'activités. Ce n'est pas comme si elle était active et elle les a eues peut-être sur 2 ans ou 1 an, non, c'est pas ça. Elle combat une fois par an, elle est à une moyenne d'une fois par an, elle a 4 défaites, c'est ça son record, ce qui doute que bon... Ce qui me fait douter qu'elle aura encore une montée dans sa carrière, mais elle est toujours classée, elle est toujours 14e. Donc ça, c'était la deuxième fille de la division, la deuxième femme de la division des poids pailles. Donc on va passer à la Khabib, beaucoup l'appelaient la Khabib des femmes, Tatiana Suarez. Tatiana Suarez, bien sûr, elle est invaincue. Elle est première de la division actuellement. Mais pourquoi je dis qu'elle a du Dana White privilège? C'est juste à cause de son activité. C'est juste à cause de ça. Il y a rien d'autre. Elle a combattu 2 fois en 2018, 1 fois en 2019 et 2 fois en 2023. Donc pendant 4 ans, elle était inactive. Après, oui, elle était blessée, mais c'est le but de la vidéo. On essaie de trouver des gens qui ont de bonnes places. On essaie de trouver des gens qui ont de bonnes places, mais des places qui ne sont pas entièrement justifiées. Et pendant ces 4 ans, Tatiana Suarez était toujours classée. Elle était toujours classée, mais elle est clairement talentueuse. C'est sûr que l'UFC ne voulait pas lui créer trop de problèmes, mais elle est clairement talentueuse. Par exemple, ici, quand on regarde, elle est juste en bas de Zhang Weili. Et elle sera un gros problème pour Zhang Weili. Je pense qu'elle deviendra championne même. J'aime bien Zhang Weili, mais la lutte et tout de Tatiana, c'est particulier. Donc oui, je pense que ça clôture les femmes qui ont du Dana White privilège à l'UFC. Donc on va passer maintenant aux hommes et on va commencer avec la division des poids mouches. Et en regardant la division des poids mouches, c'est là que je me suis rendu compte que Dana White n'aime juste pas les poids mouches. Parce que personne n'a du Dana White privilège ici, à ma connaissance. Personne n'en a. À part peut-être, je sais pas, Steve Erceg, mais c'est basé sur ses compétences. Il a pu se retrouver dans un combat pour la ceinture très tôt, mais c'est basé sur ses compétences. C'était clair ce qu'on voyait. Mais oui, dans cette division, Dana, il est juste du genre, hey, moi j'aime pas les poids mouches, donc personne n'a de Dana White privilège ici. Ce qui nous amène directement au poids coq, et ici on aura 2 personnes. Je vais d'abord commencer avec le premier, qui est bien sûr le champion. Et je pense même que c'est le représentant du Dana White privilège. L'expression est un peu née avec lui. Et cette personne, c'est Sean Sugar O'Malley. Je sais pas s'il faut que je raconte encore l'histoire, mais techniquement, depuis le début de sa carrière, elle a été un peu protégée. L'UFC a vraiment bâti sa carrière jusqu'à ce qu'on l'amène en fait à la ceinture. On lui a donné il a eu beaucoup de personnes qui ne sont même plus à l'UFC aujourd'hui. Il a eu un Tyron Ware, je sais pas si ce gars est encore à l'UFC. Eddie Winland n'est plus à l'UFC. José Quinones aussi, je pense qu'il n'est plus à l'UFC. Chris Moutinho, je suis sûr qu'il n'est plus à l'UFC. Il avait perdu face à Marlon Vera en 2020, mais c'était pas bon, c'était une défaite. Sans être une défaite parce que son pied l'avait lâché. Juste là, le combat était relativement équilibré. Donc, il n'a que Marlon Vera qui est encore à l'UFC aujourd'hui. Mais le style de Marlon Vera lui convenait relativement bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu Chris Moutinho, il a eu Rolian Paiva. Toutes ces personnes, ce sont des gens qu'on lui a donnés pour le mettre en valeur, pour lui permettre de développer ses compétences tranquillement, sans beaucoup trop de soucis. Il a combattu face à Pedro Munoz. Ensuite, de Pedro Munoz, il est parti à Peter Yan. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant parce qu'il est passé de Pedro Munoz à Peter Yan. Et à ce moment, je me rappelle que Peter Yan était 3e. Et je pense que Sean O'Malley était 15e ou quelque chose. Mais c'est à partir de là que son Dana White privilège s'est un peu arrêté. C'est là que ça s'est un peu arrêté parce que Peter Yan restait quand même un énorme challenge. Mais n'empêche que l'UFC a vraiment travaillé pour l'amener juste là. Et dès qu'ils ont trouvé une occasion de le rapprocher de la ceinture, instantanément, ils ont saisi cette occasion avec Peter Yan. Peter Yan ne lutte pas. Oui, c'était, je suppose que c'est toujours un très grand boxeur.
mais ce qui convenait parfaitement bien à Sean O'Malley. Donc Sean O'Malley, c'est la première personne dans cette division qui a eu du Dana White privilège. Ensuite, on a une personne qui a beaucoup de Dana White privilège, et c'est Umar Nurmagomedov, le fameux clan Nurmagomedov. Pourquoi je juge qu'il a beaucoup de Dana White privilège? C'est juste à cause de ça. Regardez-moi ce record. La plupart des gens qu'il a combattus ne sont même pas dans le top 15. Raoni Barcelos, pas dans le top 15. Nate Maness, pas dans le top 15. Brian Kelleher, pas dans le top 15. Sergey Morozov, pas dans le top 15. Beksad Al-Makan, pas dans le top 15. Je vais juste vérifier pour m'assurer que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Chose que je fais très rarement, bien sûr. Oui, c'est ça. Aucune de ces personnes n'est dans le top 15. Et ce qui se passe actuellement avec Umar, c'est qu'il va sauter de toutes ces personnes qui ne sont pas dans le top 15. Et son prochain combat, ce sera face à Cody. Cody Sandhagen, c'est ça son nom? Juste vérifier. Non, Corey. Son prochain combat sera face à Corey Sandhagen. Comme on peut le voir ici. Son prochain combat, c'est Cody Sandhagen. Ce qui est incroyable, parce que Corey. Pourquoi je continue à dire Cody? Ce qui est incroyable, parce que Corey est deuxième. Il est deuxième de la division. Il est juste ici, il est deuxième. Et pour une quelconque raison, Umar s'est retrouvé dans le top 10. Sans combattre la moindre personne dans le top 15. Il s'est retrouvé 10. Et là, il va directement avoir Corey Sandhagen. Sans passer à travers tout ça. Sans passer à travers Henry Cejudo, Figueiredo, Song Yadong, José Aldo, Rob Font, même en bas de lui, Jonathan Martinez. Il va sauter toutes ces personnes, il va se retrouver face à Corey. Et s'il bat Corey, moi je vous assure que, comme c'est un Nurmagomedov, l'UFC va certainement vouloir le mettre face à Sean O'Malley à un niveau. Et ça, quand on parle de Dana White privilège, ça c'est du réel Dana White privilège. Ça c'est le vrai privilège dont on parle, ça. Maintenant, passons à la division des poids plumes. Et bien sûr, dans la division des poids plumes, celui qui a le plus de privilèges, Brian Ortega. Le Boogie, il est tranquille. Il a combattu en 2018 face à Max Holloway. Il a pris 2 ans où il est resté entièrement sur la paille. Peut-être qu'il était blessé, mais le fait est qu'il a pris 2 ans où il était sur la paille. Il a combattu Korean Zombie, qu'il a battu. Je me rappelle, il s'était pointé avec la tête rasée pour ce combat. Ensuite, il est parti directement d'un combat pour la ceinture face au Volkanovski, combat qu'il a perdu. Il a attendu, attendu pratiquement 1 an. Il a affronté Yair Rodriguez. Il a perdu face à Yair Rodriguez au premier round. Il s'est encore mis tranquillement sur la paille pendant plus d'1 an et demi. Et là, il est revenu en le 24 février 2024 pour avoir un match retour face à Yair Rodriguez, contre lequel il a perdu. Il a obtenu un match retour face à Yair Rodriguez et il a gagné. Et là, maintenant, il est sur la paille. Et on a Topuria qui nous dit que si Holloway, Volkanovski ne veulent pas se battre, que Brian Ortega rentrera, sera son adversaire. Donc Brian, il est juste là, il attend tranquillement. Il profite de sa famille, tourne en rond, il s'entraîne. Et si ça coince avec Volkanovski et Holloway, il aura son combat face à Topuria, tranquillement, sans aucun problème. Donc ici, dans cette division des poids plumes, c'est Brian Ortega, surnommé T-City, qui a le Dana White privilège. On passe maintenant à la division des poids légers. Et le seul qui a le Dana White privilège dans cette division, bon, il est le seul, mais dans cette division, je vais donner des mentions spéciales. Mais il est vraiment le seul. Et le seul qui a du Dana White privilège dans cette division, c'est Michael Chandler. Pourquoi c'est Michael Chandler? Mais c'est très simple. Michael Chandler est venu à l'UFC de Bellator le 23 janvier 2021. Il a juste eu à battre Dan Hooker. Et ensuite, on l'a propulsé directement dans un combat pour la ceinture face à Charles Oliveira, le 15 mai 2021. Donc, il est venu à l'UFC, il a juste eu à faire un seul combat et il se combattait déjà pour la ceinture, quelques mois après. Combat qu'il a perdu face à Charles Oliveira, bien sûr. Ensuite, il a eu Justin Gaethje, il a perdu ce combat. Il a eu Tony Ferguson qui clairement était déjà très diminué, il a perdu ce combat.
Non, il a gagné ce combat face à un Tony Ferguson qui était déjà clairement diminué parce que la défaite de Tony Ferguson, c'était en 2020. Là, on est en train de parler de mai 2022. Les gens ont déjà commencé par battre Tony Ferguson. Donc, c'est vraiment un peu sa vraie victoire qu'il a eue. Les seules vraies victoires qu'il a eues sont Dan Hooker et Tony Ferguson. Et la seule vraie victoire qu'il a eue, c'est Dan Hooker. Parce qu'à ce moment, Dan Hooker était quand même encore plutôt bon. Mais Dan Hooker avait déjà eu sa guerre face à Poirier. Et Dan Hooker n'a plus jamais été le même après cette guerre. Donc, Dan avait déjà eu cette guerre. Donc, Michael Chandler l'a accueilli. Ensuite, il a eu un Tony Ferguson diminué. Bien sûr, il a perdu face à Dustin Poirier. Et là, depuis 2 ans, il est juste assis, ou bien bientôt 2 ans qu'il est assis, et qu'il attend tranquillement son combat face à Conor McGregor. Tranquillement. Donc, l'UFC lui a même donné Conor McGregor. Après, c'est vrai que le call-out d'après conférence de presse qu'il a fait, c'est du très très haut niveau, mais quand même, c'est beaucoup de Dana White privilèges que Michael Chandler a. Donc, dans la division des poids légers, celui qui représente le Dana White privilège dans cette division, c'est Michael Chandler. Maintenant, les mentions spéciales. Ils n'ont pas de Dana White ils n'ont pas forcément de Dana White privilège, mais ils ont goûté. Ils ont goûté au Dana White privilège. Dans ce cas, je vais d'abord parler de Benoît Saint-Denis, qui a goûté au Dana White privilège. Je serai bref, parce que Benoît est passé de Ismaël Bonfim, Thiago Moises, Matt Frevola, à Dustin Poirier. Ça, c'est du Dana White privilège. Il a goûté au Dana White privilège. Là, je ne sais pas s'il en a encore beaucoup, mais Benoît Saint-Denis a un peu goûté à son Dana White privilège. Ensuite, on a quelqu'un dans cette division aussi qui avait beaucoup de Dana White privilège, mais avec le talent qu'il a montré les 2 dernières années ou depuis qu'il est champion, malheureusement ou heureusement, on peut maintenant justifier le Dana White privilège. Et c'est Islam Makhachev. Parce que Islam, avant ça, il combattait Thiago Moises, Drew Dober, Davi Ramos. Et il a combattu Bobby Green. Et de Bobby Green, il a été propulsé d'un combat pour la ceinture. Ça, c'était clairement du Dana White privilège. Mais depuis ce combat face à Charles Oliveira, il a montré que c'était quand même justifié. Bon, ce n'était pas justifié, mais il a montré en fait qu'il était à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire, il a battu Charles Oliveira, il a ensuite battu Volkanovski 2 fois, et récemment, il a défendu face à Poirier. Donc, même s'il a eu beaucoup de Dana White privilèges au début de sa carrière, il a quand même montré que c'était quelque part justifié, disons quelque part. Maintenant, passons à la division des poids welter. Et dans cette division, celui qui a le plus de Dana White privilèges, c'est juste Colby Covington. J'adore Colby Covington, je l'aime bien, mais ça commence à faire un peu... Au début de sa carrière, il explosait beaucoup de personnes, et bon, il valait... C'est-à-dire, il a tout gagné à la sueur de son front, mais depuis la défaite face à Usman, oui, il commence à un peu profiter du Dana White privilège, parce que ensuite il a battu Tyron Woodley. Après avoir perdu face à Usman, il a attendu pratiquement 1 an. Il a battu Tyron Woodley, qui était déjà fini en griffe à l'UFC. Je pense même que Tyron Woodley, si je clique ici, c'est le dernier combat de Tyron Woodley à l'UFC. Non, l'avant-dernier, parce que Tyron Woodley a ensuite combattu Luque. Donc, il a été l'avant-dernier combat de Tyron Woodley. Ensuite, il est reparti d'un combat pour la ceinture. Il a attendu quelques mois, il a combattu Jorge Masvidal qui, bon, Jorge Masvidal n'a même jamais vraiment eu le niveau pour être champion. C'est ça en fait la réalité. Il n'a jamais vraiment eu ce niveau. Du moins quand il est vraiment devenu star, il n'avait déjà plus ce niveau. Donc Colby Covington l'a battu, c'était prévisible. Colby a ensuite attendu plus d'1 an, parce que là on est 5 mars 2022, 5 mars 2023. Il a combattu ensuite en décembre 2023, pratiquement 1 mois et demi, dans un combat pour la ceinture. Donc, il a pratiquement eu des combats pour la ceinture l'un après l'autre. Et ça, c'est un sacré Dana White privilège que Colby Covington a eu. Maintenant, dans la division des poids moyens, celui qui a actuellement beaucoup de Dana White privilèges, je pense que c'est Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev... on peut dire
On peut dire beaucoup de choses. On peut spéculer sur les raisons pour lesquelles il ne combat pas, mais moi, très souvent, j'aime me cantonner aux faits. Et la réalité est que Khamzat, il est en train d'obtenir de gros adversaires avec ses victoires, mais ce n'est pas entièrement justifié. En plus, il est en train d'obtenir ses adversaires techniquement à domicile. Il se pointe dans les combats. Souvent, il a le gant bleu, c'est-à-dire il est le côté B, mais il n'est pas vraiment le côté B parce que il a souvent ses combats à des endroits qui le favorisent. Par exemple, Kamaru Usman, c'était au Qatar et là, il aura Whittaker. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, il aura Whittaker en Arabie Saoudite, je crois. Ce qui est sa nationalité maintenant. Mais par contre, Khamzat est talentueux. Il est talentueux. Donc, en fait, c'est un peu le seul Dana White privilège sur lequel je suis un peu partagé. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur sa situation. Mais quand on se base sur les faits, ce qu'on retient, c'est que il a souvent des combats à domicile. Et il est souvent le coin B. Dana White privilège. Et aussi, il passe de Li Jingliang à Gilbert Burns. Ensuite, il passe de Kevin Holland à Kamaru Usman. Ok, c'est ça. Maintenant, passons à la division des lourds légers. Et dans la division des lourds légers, on a Shamma, qui est, après Sugar Sean O'Malley, le pic du Dana White privilège aussi. Parce que lui, toute sa carrière à l'UFC, on l'a fait éviter certaines personnes pour juste avoir le combat face à Adesanya. C'est ça la réalité. Parce qu'il a combattu Sean Strickland qui était 7e à ce niveau, après avoir combattu Bruno Silva qui n'était même pas classé, je crois. Et il est passé directement de Bruno Silva à Sean Strickland qui, d'un point de vue style, lui convient parfaitement parce que Sean, même s'il a une bonne défense, c'est bon, maintenant il est connu pour sa bonne défense. Sean n'est pas forcément un kickboxer. Donc, c'est relativement du travail facile pour quelqu'un comme Alex Pereira et c'est même pour ça que c'était fini au premier round, comme on peut le voir ici. Donc, il a combattu Israël Adesanya, il a perdu face à Israël Adesanya et en un combat, il était déjà dans un combat pour la ceinture. Ça, c'est du dans une autre division. Ça, c'est du sacré Dana White privilège. Après, bien sûr, après qu'on lui ait donné Jan Blachowicz, Yann n'est plus ce qu'il était. Et on lui a donné pour sa première défense Jamahal Hill, qui pense qu'il peut striker avec un multiple champion du Glory. Bref. Donc, ça, dans cette division des lourds légers, ces dernières années, c'est vraiment Alex Pereira qui a eu beaucoup de Dana White privilèges de son côté. Maintenant, dans cette division, il y a une deuxième personne et c'est justement Jamahal Hill qui a eu aussi beaucoup de Dana White privilèges. Et pourquoi il a eu beaucoup de Dana White privilèges? C'est parce qu'il vient à la base du Contender Series et il est passé de Thiago Santos. Il était le dernier combat de Thiago Santos. Après, Jamahal Hill a certaines qualités, mais passer de Thiago Santos à Glover Teixeira de 43 ans, c'est à prendre des pincettes. Je ne suis pas encore entièrement satisfait je ne suis pas très sûr pour ce Dana White privilège aussi de Jamahal. Mais oui, il passe de Glover Teixeira directement à Alex Pereira aussi et il a perdu ce combat. Lui, son Dana White privilège n'est pas entièrement complet, n'est pas entièrement clair. Il y a des moyens de contredire le fait qu'il ait eu Dana White privilège, mais on va le garder là. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Je vais le garder là. Je vais garder Jamahal Hill là, voilà. Maintenant, dans la division des poids lourds, redevenons sérieux. Dans la division des poids lourds, quelqu'un qui a beaucoup de Dana White privilèges, c'est bien sûr John Jones. Après, il a le pédigré pour avoir un peu de Dana White privilèges. Mais cette dernière année, il en a eu vraiment beaucoup. Et pourquoi je dirais qu'il en a eu vraiment beaucoup? C'est que la dernière fois qu'il avait combattu, c'était en février 2020. Et ensuite, il est revenu face à Cyril Gane. Il a malheureusement battu Cyril Gane. Et depuis plus d'1 an, il a pris la division des poids lourds en otage. Et comme je l'ai dit hier ou avant-hier dans une autre vidéo, l'UFC supporte vraiment ça. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On ne sait vraiment pas parce que là, nous sommes en juin. Ça pourrait encore durer jusqu'en octobre, jusqu'en novembre. Peut-être même au-delà. On ne sait jamais avec John Jones. C'est justement pour ça
qu'initialement, même si je reconnais ses qualités dans la cage, je me disais que ça aurait été une bonne chose si Cyril gagnait en fait. Parce qu'on aurait eu beaucoup plus d'activité, parce que c'est une division qui n'a pas eu beaucoup d'activité, alors que c'est une division importante de l'UFC. Il y a eu toute la situation avec Ngannou. Cyril Gane aurait clairement été beaucoup plus actif, parce qu'à ce moment, Cyril Gane n'a jamais vraiment eu de problème d'activité. Et je me disais que ça aurait été vraiment bien pour la division. Malheureusement, il a perdu face à John Jones. Et maintenant, comme je l'avais anticipé, comme je l'ai un peu toujours su, John Jones prend maintenant la division en otage et est en train de faire tout plein de calculs. Et je dirais que c'est vraiment cette dernière année que John Jones a vraiment profité. Il y a eu plusieurs années à travers lesquelles il a profité du Dana White privilège, mais cette année, ça ne fait juste aucun sens. Si c'était Ngannou, le monde entier serait alerté, mais visiblement, ça ne gêne personne. Donc, c'était ça ma vidéo. C'était ça ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant le Dana White privilège, parce que c'est réel et c'est réel dans beaucoup de promotions. C'est juste que bon, ici on aime bien en rigoler, donc c'était une vidéo un peu plus légère. C'était la liste des combattants que je pense qui ont du Dana White privilège. C'est ma liste, peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'en ai oublié, peut-être que vous en avez d'autres. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires et on va en discuter. Aimez la vidéo, n'oubliez pas de partager pour faire grandir la chaîne et on se dit à la prochaine.